introduction très rapide pour dire que j'aurais manqué pour rien au monde cette présentation, ce thème, parce que je pense que les soignants ont de tout temps fait avancer la réflexion éthique, je dirais presque plus vite que les médecins. Ils ont besoin des médecins pour la faire avancer, c'est une certitude. Et je crois qu'ils ont toujours été le moteur de cette réflexion. Alors, la faculté, ensuite, reprend tout cela, le met dans une forme philosophique, intellectuelle, mais la vraie vie, c'est les soignants qui, dans la vraie vie, je veux dire, c'est les soignants qui mènent cette réflexion. Alors, c'est déjà à ce titre que j'ai grand plaisir à le faire. La deuxième raison, c'est que Pascal Lemasson et Dominique Morvan, ici présents, que vous connaissez, sont donc le binôme qui, aujourd'hui, porte le projet de soins dans l'établissement. Et je crois que c'est important qu'ils aient l'occasion d'exprimer leurs valeurs, leur vision de l'éthique dans le métier soignant, sachant que je sais d'ores et déjà qu'ils sont assez en phase avec certains représentants ici présents de la politique soignante de l'établissement. Voilà, j'en dirai pas plus, monsieur le professeur, je vais vous laisser vous. Vous permettez de rebondir? Mais oui, c'était un peu ça que j'allais faire. Pour dire exactement, pour approfondir ce que vous voulez dire, qui m'apparaît très simple. Dans les années 60, aux États-Unis, naît un mouvement qu'on appelle le mouvement bioéthique. Et ce mouvement bioéthique est fait de quatre grands courants, et parmi les quatre grands courants, il y a celui des nurses, dans ce qu'on appelle le courant féminin. On appelle aussi le courant féminin, ou celui des nurses. Et la grande contestation qui est faite, c'est mais comment se fait-il, alors que nous sommes tout le temps près des patients, d'autant plus quand ils sont dans une situation vulnérable. Alors bien sûr, on parle tout le temps de la fin de vie, mais il y a aussi le cancer, il y a aussi avant l'intervention chirurgicale, etc., où il y a de l'angoisse, où il y a besoin d'un discours, et pas n'importe lequel, qu'un discours professionnel, bien sûr. Eh bien, ces femmes se sont levées, des femmes, en disant mais comment se fait-il que toutes les décisions soient prises par les médecins, alors que les malades se confient à nous? C'est-à-dire qu'en fait, aucunement, la parole des patients, celle-ci, est confisquée par des personnes qui sont moins souvent que nous présentes, surtout aux États-Unis. Vous voyez comment les choses se font, qui sont beaucoup plus, comment dire, extrêmes, je dirais, qu'en France. On a encore la chance d'avoir une clinique en France très très importante. Ça, c'est la première chose. Donc, ça constitue tout à fait le mouvement bioéthique, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est un souvenir, qui est une position personnelle, et pourquoi j'ai pensé que c'était important, quand nous avons fait le programme ensemble, de programmer justement l'audition de la pensée des soignants. Parce que au Canada, il y a 20 ans, et je suis sur les vieux souvenirs, il y a 20 ans, il y avait la personne qui présidait un mouvement international, même mondial, s'appelait, d'éthique, qui existe, n'est-ce pas? Et la présidente me dit, mais il faut absolument que vous fassiez comment dire, un manuel qui soit d'éthique médicale et infirmière. Et je m'y suis refusé. Pourquoi je m'y suis refusé? Parce que j'ai dit que autant le métier de soignant, j'espère que je ne vais pas aller en contradiction avec vous dites, autant le métier de soignant que celui de médecin ou celui de chercheur sont des constructions sociales totalement différentes. Et qu'ils ont bien sûr des valeurs qui peuvent être très proches, voire éventuellement les mêmes, mais qu'il y a des constructions qui sont différentes, des enjeux qui sont différents, surtout dans une société qui évolue énormément et pour laquelle, on le sent bien actuellement, on est dans ce qu'on appelle la démocratie sanitaire et on essaye de transversaliser, c'est-à-dire qu'il y ait l'absence de mépris tel que ça a pu exister ou le paternalisme, et au contraire, comment dire, une considération de l'autre dans ses responsabilités au même niveau que l'on fait soi-même. Et donc j'avais refusé à cette époque-là
De là est sorti un traité d'éthique infirmière, que je dois vous avouer que j'ai lu, et je trouve extraordinaire, je n'aurais jamais fait cela, ce qui montre bien, que je ne dirais pas que j'avais raison, mais je pense que ma présupposition n'était pas fausse. Donc voilà tout ça pour dire que je crois qu'on a, d'autant plus que dans le comité même d'éthique de l'établissement, on a repris la préoccupation justement qui est celle sur la bientraitance, parce qu'on le fera même encore ce soir avec Olivier Saint-Jean. Donc tout c'est pour montrer qu'il y a des objets de réflexion sur le sens qui sont éminemment développés par les soignants et que nous devons prendre en considération. Voilà ce que je voulais dire. Vraiment, ce que vous avez dit était tout à fait judicieux. Et ça montre, on se fait des compliments, que le programme est bien fait. C'est pas con. Oh, commence bien. Alors, qui commence? Alors nous avons travaillé... Parlez fort. Nous avons travaillé à 3, et essentiellement Loïc et Evelyne qui ont beaucoup travaillé pendant cette période de congé pour d'autres. Et c'est dans cette réflexion éthique par rapport au métier de soignant, c'est comment agir au mieux. Vous le disiez justement par rapport aux infirmières. Finalité qui est une activité très pratique, qui est dans le quotidien, qui est un raisonnement critique sur toutes les actions que nous posons, que nous devons poser, qui est confronté aux idées de chacun, à la recherche de l'équilibre, d'un équilibre entre différentes valeurs, qui sont les valeurs juridiques, les valeurs déontologiques, les valeurs personnelles. On ne peut jamais oublier les valeurs personnelles quand on parle d'éthique. Les valeurs d'équipe, mais aussi les valeurs d'institution, institution telle que nous la connaissons, l'institution hospitalière. Et dans ce contexte, dans tout ce contexte, avec le rapport à autrui, le soin à l'autre, la protection de la personne, le respect et la défense de ses droits, mais sans oublier le contexte qui est le nôtre, le contexte juridique qui est le nôtre. Donc je vous propose de repartir de l'origine, et là Loïc va tenir Vous le êtes propos. l'origine, c'est bien. Au début, c'était l'homme. Voilà. C'est pour ça, l'origine était l'homme. Oui, Bon, messieurs, aux origines donc de la réflexion éthique, on dirait que chez les médecins, c'est assez clairement inspiré du serment d'Hippocrate, c'est clair. Chez les soignants, cette réflexion éthique, elle est apparue finalement peut-être d'une manière plus récente, et elle s'appuie à la fois sur une dimension un peu morale, qui est la volonté de dispenser le bien et d'éviter ce qui n'est pas bon pour le patient. C'est une approche morale qui est largement influencée par à la fois l'héritage religieux, qui est un des éléments de construction du métier de soignant, et aussi des éléments qui sont liés à l'éducation qu'on a reçue. Il y a une volonté aussi chez les soignants de respecter le droit et la déontologie qui encadrent l'action du soin. J'éviterai de lister tous les éléments importants, mais le respect de la confidentialité, le respect du droit à l'information des patients, enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été élaborées dans ce sens. Et sur ces deux piliers, à la fois sur le pilier moral, sur le pilier juridique, pour les soignants, la réflexion éthique prend naissance justement sur la difficulté qu'ils peuvent rencontrer à conjuguer la recherche du bien, le respect du droit, dans un contexte où les techniques, les apports scientifiques, l'émergence aussi de la sociologie, finalement, peuvent entrer un petit peu en résonance douloureuse et mettre le soignant en situation un peu de difficulté pour arriver à conjuguer à la fois ces actions de soins et le respect du droit de ne plus souffrir, le droit de s'opposer aux soins, le droit même peut-être de ne plus vouloir vivre. Et la richesse de cette réflexion éthique qui s'est aujourd'hui structurée dans les établissements de santé, c'est qu'elle permet aux acteurs de réfléchir et de partager collectivement, avec les médecins bien entendu, mais aussi avec les psychologues, avec d'autres intervenants, de partager leurs doutes, leurs certitudes, leurs regards,
pour s'assurer que ce qu'ils engagent, ce qu'ils veulent faire en termes de soins, a toujours du sens et finalement a toujours aussi de la dignité et comprend toujours une dose d'humanité. Et au final, que c'est toujours le juste soin qui est proposé aux patients. La réflexion éthique dans les soins permet donc de s'interroger sur le sens donné à la prise en charge des patients. Elle est une garde-fou qui nous donne les moyens de prendre la personne en charge dans une dimension très holistique. Et puis, malgré la technique, malgré l'évolution de la science, malgré la multitude des moyens qui nous sont proposés, de ne pas perdre le patient derrière la maladie. Il permet donc d'adapter les techniques, les thérapeutiques, en replaçant l'individu finalement toujours au centre de la prise en charge. Quel sens ça a? Que voulons-nous pour lui? Qu'est-il en capacité d'accepter? Et puis finalement aussi, ça permet dans l'action de soins de ne pas oublier que soigner est aussi important que guérir. Ça permet aussi, cette réflexion éthique, d'intégrer dans les soins que nous propose le patient, l'entourage, les personnes de confiance, ceux qui sont dans une dimension affective avec le patient, qui peuvent ne pas toujours comprendre le sens qu'a la prise en charge. Alors, les situations où les soignants ont besoin d'être aidés par la réflexion éthique, où ils sont demandeurs, on les connaît, il y a la limitation thérapeutique, il y a la douleur et la fin de vie, il y a l'annonce de la mauvaise nouvelle, il y a aussi des choses dont on parle plus maintenant, il y a la contention physique, la contention géographique, notamment dans les secteurs qui ont en charge le grand âge, il y a la maladie d'Alzheimer, toutes les formes de démence apparentée, le refus de soins, je l'ai dit, et il faut aussi dire que la réflexion éthique, elle est aussi nécessaire pour essayer de trouver le juste milieu entre le juste équilibre entre l'efficience que l'on se doit d'avoir dans l'utilisation des moyens que nous donne la science, que nous donne l'institution, et la qualité des soins. Ça, je crois que dans une situation où l'éthique est aidante, il y a ces deux piliers. Il y a aussi ce pilier lié à la bonne utilisation des moyens qui nous sont proposés. Situation aussi qui, pour les soignants, peuvent être un petit peu douloureuse et nécessiter une réflexion éthique, c'est que dans le soin, il y a une partie du soin qui est prescrite par les médecins, puis il y a une partie du soin qui est ce qu'on appelle du rôle propre des soignants. Et là, parfois, la réflexion éthique, elle permet de lisser un petit peu, de se coordonner de manière plus efficace avec les médecins et de continuer à proposer une prise en charge qui a du sens. La réflexion éthique, c'est finalement s'autoriser à douter aussi de nos capacités, de nos stratégies, surtout quand elle ne semble plus servir celui qui fait l'objet de tous nos soins, c'est-à-dire le patient. Quand les soignants disent « mais moi, je ne sais plus où on va, je ne comprends pas, on essaye de lever ce patient, on essaye de le mettre au fauteuil, et finalement il s'oppose, la famille ne comprend pas ». Et la réflexion éthique, elle permet effectivement de poser un peu les fondamentaux de la prise en charge et de voir si on est toujours aussi juste. L'éthique et le soin, c'est démontrer une capacité à émettre un jugement critique sur notre manière de prendre soin. Cependant, la réflexion éthique nécessite aussi qu'elle soit organisée, managée. Et c'est vrai que nous qui sommes là aujourd'hui avec Pascal, en tant que directeur des soins, on a aussi cette mission avec les médecins et d'autres personnes, avec vous qui intervenez dans l'institution, puisque c'est ici aujourd'hui à Pompidou que nous sommes. On a un rôle majeur pour favoriser la diffusion de cette culture éthique, pour promouvoir avec nos collègues de la direction de qualité et gestion des risques une analyse critique des pratiques qui est aussi importante,
pour toujours travailler aussi sur la qualité des soins, pour faire valoir le droit des usagers, puis vous l'avez dit, pour renforcer ce qui est important aussi, c'est la bientraitance. On a aussi un rôle majeur, c'est que pour que nos agents soient capables d'analyser leurs pratiques, prendre de la distance avec les situations de soins et se positionner dans un raisonnement éthique, il faut que nous soyons aussi, en tant que directeur des soins, aussi en capacité d'amener nos agents à pouvoir développer leurs compétences, à prendre de la hauteur avec leurs pratiques. Et là aussi, on a un rôle à jouer. Et puis, j'en terminerai pour dire que si nous sommes des acteurs qui avons pour rôle de développer la réflexion éthique dans les soins, je pense aussi que nous qui sommes des hommes et des femmes, qui gérons des hommes et des femmes, on se doit aussi d'introduire une certaine dimension éthique dans le management que l'on a de nos acteurs. Voilà ce que je voulais vous dire, ce que je fais envie de vous dire avec Pascal, qui a participé à cette réflexion. Une simple petite remarque. Je suis encore plus pessimiste que vous. C'est-à-dire que vous avez dit à un moment, ben oui, c'est important qu'on discute là, j'espère que vous allez intervenir. Vous avez dit à un moment, le soin est aussi important que le guérir. Et après, vous avez dit une chose extraordinairement bien, j'étais très content, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas désespéré à ce point-là. On va essayer de vous aider. je le sens bien, côté, c'est bien. Non, ce que je suis en train de dire, et à un moment vous avez employé le mot doute, dubito ergo sum. N'oublions pas que Descartes, c'est d'abord en premier, c'est parce que je doute justement, non seulement non pas de moi, mais de la faculté que j'ai de me rendre compte du réel, et que je doute même que je vais me servir de ma raison. Et c'est comme ça que je vais exister. Dubito ergo sum est un véritable moteur. Donc le doute est là, et d'autre part, le soigner par rapport au guérir. Je pense qu'il y a une attitude, une posture, parce que je mettrais le médecin comme étant un soignant aussi, un peu, si vous voulez, en étendant un peu l'acception du terme soignant tel qu'il est utilisé là. Eh bien, nous avons à douter. Et en fait, nous ne sommes pas là pour faire le mieux. France Quéré, qui était la femme qui représentait le protestantisme, comment dire, au Comité national d'éthique, France Quéré disait l'éthique, c'est pas faire pour le mieux. L'éthique, c'est pour faire le moins mal possible. C'est-à-dire que j'appelle à l'humilité, à la considération, et quand on dit guérir, ça serait bien si on guérissait les patients. Excusez-moi de dire ça aux patients qui sont là. On ne guérit jamais un patient. Pourquoi? Parce qu'en définitive, il y a toute la souffrance, il y a tout le vécu en définitive que les personnes ont pu avoir, qui vont complètement changer leur vie. Alors, qu'est-ce qu'on met dans le mot guérir? Et d'autant plus à un moment où on passe de maladies qui ne sont plus aiguës, qui deviennent toutes chroniques grâce à l'espérance de vie. Ce qui veut dire que cette posture, à mon avis, du soignant m'apparaît très très importante, comme vous dites, du soin. Prendre soin, accompagner, en sachant que toute la vie n'est faite que de maladies, d'accidents, de problèmes comme ça, et malgré cela, il faut avoir un projet de vie et le mener au terme que notre volonté nous y porte. C'est pour ça que je me permettais de dire que j'étais un peu plus, non pas désespéré, que je n'aimais que... je pense que je suis moins affirmatif sur le progrès et la science, même s'ils nous aident beaucoup pour calmer les maladies, pour... vous voyez ce que je veux dire? Mais ce qui est important, c'est le soin. C'est pour mettre... Vous voyez que le soin m'apparaît beaucoup plus important que le guérir, si vous voulez mon avis, dans la mesure où c'est un véritable accompagnement et c'est vraiment indispensable. Alors que le guérir est aléatoire quand on a la chance, et de toute façon, on gardera de toute façon ses souffrances tout le temps. Voilà ce que je voulais rebondir, si vous voulez, pour montrer l'importance que vous avez dit, et que le soin, c'est une valeur noble, en définitive, que je mettrais bien avant un aléa qui est celui de guérir. On ne sait jamais vraiment si on va guérir ou pas. Regardez tous ces traitements qu'on a pu vous présenter il y a quelques années, et 5 ans plus tard, qui apparaissent complètement désuets, et on se pose même quelquefois la question pourquoi on a indiqué de telle ou telle façon. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que le soin sera toujours là,
Et cette présence est indispensable. Et ça, le soignant l'incarne totalement. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Lemasson? Dans la question éthique du soin et pour le personnel de soin, il y a la valeur du soin quand on est dans la dualité, mais on n'est pas que dans la dualité. Et il faut aussi poser la question de l'éthique quand on est dans la dispensation de soins à une collectivité, notamment dans un service de soins. C'est comment faire le mieux sans faire le mal dans un contexte économique contraint aujourd'hui, et quand je dois prioriser mes soins, organiser mes soins, et ne pas pouvoir répondre à chaque personne comme la personne en attend le soin. Et oui, mais cette dimension-là est majeure pour le personnel de soins, puisqu'en fait, chaque patient est demandeur de soins et est unique dans sa demande de soins, mais l'infirmière ou le soignant qui doit prendre en charge a une multitude de demandes individuelles à prendre en charge. Et comment fait-il dans le temps imparti? Et c'est justement ces questions éthiques et ces débats éthiques en équipe, puisque le soignant n'est pas seul, il est dans une équipe pluridisciplinaire et il doit travailler avec cette équipe. Donc c'est comment, en équipe, nous sommes capables d'appréhender la dimension éthique des soins dispensés à l'ensemble. C'est une véritable éthique managériale. Oui. Bah, la réflexion que j'ai, c'est, pour rebondir un peu sur ce que vous disiez, je crois que la réflexion éthique, elle apparaît à partir du moment où on est en relation avec un être qui souffre, qui est en état de dépendance et d'infériorité. Également à partir du moment où on n'est pas seulement dans la relation duale, dans cette relation collective, et c'est là que va naître la réflexion éthique, parce qu'elle va mettre en regard, de mon point de vue, nous faisons de notre mieux par rapport à une demande ou par rapport à des besoins qui sont diverses, forcément. Et je crois que c'est là où on est dans la réflexion éthique. Et vous parliez tout à l'heure, je crois que j'ai entendu le mot mieux. Pour moi, je pense que être éthique, c'est faire collectivement de notre mieux. Voilà. Et je trouve que c'est là, pour moi, la réflexion éthique et le groupe éthique prend tout son sens. C'est qu'on ne fera pas mieux, mais de notre mieux, en l'état des ressources qui nous sont données, des connaissances qui nous sont données. Et surtout, je redis, parce qu'on en a pas mal discuté, moi c'est vraiment une idée qui est née de cette éthique, c'est l'idée que on a dans cette dimension éthique un des éléments qui me paraît le plus complexe et le plus important, c'est que notre mieux doit rencontrer une demande qui est spécifique. Et que c'est là la difficulté. Et que cette demande-là, déjà, la réflexion éthique, ça veut dire qu'on comprenne vraiment cette demande. Ou qu'on aide le patient, je redis qu'il est en état d'infériorité, donc c'est une situation très particulière, et qu'on mette le patient en état d'exprimer au mieux son besoin et de nous le faire comprendre. Et je trouve que c'est là où le soignant, la relation médicale au patient, je dirais, elle est presque plus technique. Hein. De toute façon, il y a du professionnalisme dans l'éthique. Hein. Je dirais, le premier niveau de l'éthique, c'est le professionnalisme. Mais voilà. Donc je rebondirai volontiers sur ça, enfin, sur cette notion-là. J'ai une question un peu, Madame Lemasson, peut-être que je pense à l'épuisement professionnel, voyez-vous. Parce que comme vous le présentez là, on demande aux soignants énormément d'implication. Avec, comme vous le disiez, il y a de temps en temps un devoir. Donc c'est loin d'être évident, hein, vous vous rendez bien compte. Et ça prend beaucoup d'énergie. Donc moi la question que je dirais, c'est est-ce que cette réflexion, que vous appelez réflexion éthique, qui est à la fois d'éthique managériale, mais en même temps au lit du patient, parce qu'elle préoccupe toujours le soignant, hein, de toute façon c'est consubstantiel, comme on dit, on fait pas de l'éthique de manière indépendante, c'est vraiment dans sa profession, c'est comme ça qu'on doit le faire. La question c'est est-ce que ça ne protège pas les soignants justement contre cet épuisement professionnel qui interviendrait beaucoup plus avant autrement. Je suis persuadée que si on interroge bien sa pratique, ses pratiques, de manière collégiale, en équipe,
par rapport aux difficultés rencontrées, quelles qu'elles soient, sans les occulter aucunement, on ne peut que prendre de la hauteur, de mettre des mots sur le ressenti, sur le partage des valeurs. C'est essentiel de partager les valeurs, de donner du sens et donc de retrouver le chemin d'un certain équilibre. Et je pense que dans ce cas-là, on a moins de mal-être et de malaise dans sa profession. J'en suis intimement convaincue. C'est important là, parce que je pense que dans tout, nous avons eu une évaluation de la certification là, récemment, etc. Et les personnes qui étaient autour de la table, qui venaient d'autres endroits, quelquefois un peu lointains, disaient « mais on n'a jamais vu trop autant déployer une réflexion éthique dans un hôpital, ça a été dit, et ça nous a fait plaisir, bien sûr. » C'est pour ça que je me permettrai là de souligner tout l'intérêt des actions locales qui ont lieu dans les 3 établissements du groupe hospitalier, qui sont développés et qui se doivent, à mon avis, de prendre beaucoup de place en définitive, parce qu'elles ont en définitive ces actions, ce bonheur en définitive de rendre une cohésion, une stabilité aux soignants dans les difficultés, dans les heures et malheurs. C'est comme ça que j'avais intitulé les heures et malheurs d'être soignant. Et ça m'a un peu choqué, donc j'avais retiré un peu les heures et malheurs. Mais je crois que c'est un peu ça, la profession, c'est loin d'être simple que de soigner, en définitive, d'être présent dans des contradictions institutionnelles. Je pense qu'il faudrait qu'on aille même au-delà et qu'on puisse instituer des temps de réflexion éthique au sein même des équipes, au sein même des unités de soins, de façon à ce que le questionnement permanent soit présent, mais surtout aussi de donner la parole aux professionnels de soins pour oser dire. Vous disiez quelque chose de très important tout à l'heure, la parole, la parole du soigné, du patient qui est dans sa demande, et où parfois l'infirmière ou l'aide-soignante ou le médico-technique qui sera là, ou le personnel de rééducation, va entendre quelque chose, mais il ne va pas savoir le formaliser ou oser le dire à la communauté médicale. Et on rejoint le débat soigner, guérir, dans les visions différentes. Après, ce qui peut amener aussi une réflexion différente dans les équipes, c'est le partage des valeurs à travers toutes ces analyses de cas éthiques, puisque vous pouvez avoir choisi ce métier de soignant avec des valeurs humanistes très fortes, et vous confrontez une réalité où vous ne pouvez pas dispenser les soins tels que vous les avez imaginés. Et là, vous générez de la souffrance. Or, il ne faut pas générer de la souffrance chez nos soignants, puisque si nos soignants souffrent, ils ne seront pas capables de soigner. Enfin, ils soigneront beaucoup plus à distance, et donc la prestation rendue n'y sera pas. Et en fait, c'est les patients qui ont fait les frais et également le soignant, parce que ni l'un ni l'autre ne retrouvent le sens de pourquoi ils sont là. Et c'est, je pense, vraiment au plus près du terrain, donc au sein des équipes qu'il faut. C'était ma prochaine question, c'était extraordinaire en même temps. Est-ce que vous avez déjà vu dans les plannings, puisque c'est vous-même qui êtes amené avec les cadres, bien sûr, est-ce que ceci serait irréaliste? Parce qu'en effet, on gagnerait peut-être beaucoup de temps par ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui est Ces fameuses irréaliste? plages. Qu'est-ce qui est irréaliste? Ce qu'on ne veut pas faire. Si l'on veut faire quelque chose, on se donne les moyens de le faire. Si on revient un petit peu en arrière, on voit par exemple, vous parliez de l'épuisement du personnel. Il y a 20 ans, dans les équipes qui pratiquaient la cancérologie, les équipes de soins palliatifs étaient très peu présentes. La réflexion éthique n'était pas forcément visible. Et c'est vrai que la prise en charge de la douleur était quelque chose de difficile. Et on a vu que ces équipes transversales en soins palliatifs, ces équipes transversales douleur, elles ont apporté une dimension du soin plus intéressante pour les patients, mais aussi elles ont apporté effectivement une sérénité supplémentaire aussi aux équipes, parce qu'elles ont pu poser leurs difficultés, leurs souffrances parfois, les équipes aussi. Et donc, je pense que le temps, les équipes ont su le trouver, elles ont eu envie de le trouver pour discuter avec une équipe mobile soins palliatifs, une situation qui pose des soucis, avec une équipe douleur. Donc je pense qu'on pourrait très bien imaginer
trouver aussi du temps pour aborder une situation sous l'angle de vie. Je voudrais dire seulement 2-3 mots. Je travaille en animation médicale, donc on est confronté à la mort assez souvent, mais il y a une chose qu'on oublie assez souvent, c'est que dans notre formation de médecin, on nous forme essentiellement pour guérir. Et la partie soignée, c'est un peu laissé de côté. Peut-être c'est mieux maintenant. Moi, je suis vieille, bien. J'ai été formée il y a très longtemps. Mais je vois que après la gestion de tout ce qui est autour du soin du patient, ça vient après de notre réflexion et de notre investissement pour s'améliorer de ces côtés-là. Excusez-moi. Je suis pas. Donc, non, c'est pas moi qui dois être appelé. Donc, ce que je voulais dire, c'est que quand on sort de la fac, et on est formé pour guérir, et on veut à tout prix guérir. Et j'ai eu la chance ce matin, je trouve qu'il n'y a plus de hasard, de croiser un patient dans mes collaborations un peu transversales avec d'autres équipes, et un patient qui a un cancer de l'œsophage, un état extrêmement avancé, donc inopérable, avec un envahissement local majeur. Et ces patients-là, ils demandaient seulement, parce que je peux parler un tout petit peu avec lui, il savait qu'il ne pouvait pas être guéri, il voulait connaître vraiment que quelqu'un lui explique les aboutissants de sa maladie et qu'est-ce qu'il pouvait espérer, combien de temps il lui restait, et pour pouvoir gérer un peu ce qu'il avait à faire dans sa vie, dans ce qui lui restait, et surtout s'il allait mourir dans les semaines qui venaient, d'aller mourir au soleil parce qu'il a une maison en Tunis, au Maroc, et il voulait aller là-bas si on lui disait qu'il n'y avait pas grand-chose à faire, ce qui est le cas. Or, qu'est-ce que j'ai appris? Que ces patients, ils rentrent demain pour une chimio. Il n'a pas eu d'explication. Pourquoi on fait une chimio? Qu'est-ce que ça va lui apporter, une chimio? Est-ce que ça va l'apporter quelques jours de plus? Quelle est la qualité de vie qu'il va avoir pendant cette chimio? Alors que son cancer, il n'est pas guérissable. Mais je pense que ça part d'un très bon sentiment des médecins qui lui proposent la chimio, qui ne l'ont pas expliqué que ça ne va pas le guérir, parce que le médecin, il se sent dans l'obligation de faire quelque chose. Or, le patient, tout ce qu'il demandait, c'est probablement les soins seulement, le fait de s'occuper de lui, mais pas pour guérir son cancer, parce que lui, il sait bien qu'il ne va pas guérir. Il le sait. Mais il n'arrivait pas à prendre suffisamment de temps avec le médecin. Lui disait, oui, vous avez la chimio, et lui, il n'arrivait pas à les retenir pour pouvoir lui dire, je ne veux pas de chimio. Vous avez raison. Je veux seulement qu'on me dise qu'est-ce que je peux faire. On a fait un certain nombre de thèses et de masters dessus, jusqu'à, des prises en charge compassionnelles, ça peut exister, etc. Mais ce qui est choquant un peu dans ce que vous dites à tout va, c'est l'absence d'information, pourquoi on fait une nouvelle chimiothérapie, etc. Voilà. Ça peut... Mais par contre, sur ce que vous avez dit au début, et on va revenir à notre thème qui est important, quand vous dites, nous les médecins, on a été habitués pour guérir, c'est pas vrai. Enfin, notre enseignement, je suis d'accord avec vous, il ne nous apprend pas comment accompagner tout ça. Sauf qu'on essaye un tout petit peu depuis quelques temps, de toutes équiper les bords de la faculté, etc. On prend l'initiative d'y aller. Ce qui est important, c'est le rôle de l'hôpital. Il y a un enseignement dans l'hôpital. Lorsque vous vous trouvez justement confronté avec les équipes, et d'autant plus quand vous êtes médecin, avec les soignants, moi je n'ai pas peur de dire que c'est les infirmières qui m'ont appris comment faire les gestes techniques, et qui m'ont appris quand
comment dire, mon comportement est tel limite, parce qu'on n'est pas obligatoirement tout le temps clean, il faut être bien clair, eh bien, dans mon comportement, tu sais, ça se fait pas, tout, etc. Bon, je suis désolé. Donc, il y a là un enseignement très important, et d'ailleurs, vous-même devez le faire par rapport aux internes et aux externes qui passent ici. Oui, mais c'est fondamental. C'est-à-dire qu'il y a là une véritable culture, et pas simplement les médecins, aussi les soignants, qui les soignants ont un énorme rôle d'éduquer les futurs médecins de plus tard, enfin, et pas simplement les... Je voudrais faire une petite réflexion, parce que c'est vrai qu'on parle médecin-soignant, et c'est vrai que c'est pas tout à fait le même rapport aux patients, c'est vrai, à la technique, c'est pas tout à fait la même technique, etc. Il me vient une réflexion d'un oncologue, je ne dirais pas lequel, de l'établissement que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, et il me vient une réflexion par rapport au positionnement des médecins. Et ce médecin me disait, moi j'ai envie de participer à telle étude sur la souffrance des médecins. C'est la première fois que je l'entendais, je disais, ouais, tiens, très bien, oui, quand vous voulez. Et me disant la chose suivante, ce qui est difficile pour nous médecins oncologues, n'importe lequel, c'est qu'on finit par être obligé de mettre de la distance par rapport aux patients, parce qu'il faut qu'on se protège, on ne peut pas tout recevoir en première ligne, tout gérer en première ligne et continuer à accompagner nos patients. Et donc, il m'invitait, il me faisait part de son souhait de participer à une étude sur cette souffrance. Et je me dis que, là encore, je reviens à mon propos de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a réfléchi, du moins je crois, on a commencé avec les directions de soins à réfléchir à comment protéger nos soignants pour qu'ils soient en mesure et en capacité de rentrer vraiment en relation avec les patients, parce que c'est aussi ça qui est dans le jeu, je crois. Mais on n'a pas commencé à réfléchir avec nos médecins, c'est-à-dire qu'on considère que nos médecins sont forts, vont y arriver à tous les coups, à annoncer que de toute façon c'est fini et que maintenant il va falloir penser à plier ses affaires pour peut-être partir au soleil. Et vous voyez, je pense que il faut qu'on rentre aussi, quand on veut rentrer dans une réflexion éthique, il faut vraiment qu'on rentre au sens large aussi dans, je ne sais pas si c'est le management, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas comment je classerais, mais à se préoccuper de comment on donne les moyens aux gens qui travaillent au plus près de la souffrance, de la recevoir sans être obligé de se mettre un glacier entre les patients et eux pour pouvoir supporter et continuer à aider. Et moi, c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup. Mais je dis là encore, je ne crois pas que les médecins soient complètement tous capables. Là, j'en ai rencontré un il n'y a pas très longtemps et j'étais assez étonnée. Je ne crois pas qu'ils soient tous capables de se poser cette question-là. Les soignants l'ont fait. Je ne sais pas si on les accompagne toujours bien. Je ne veux pas dire qu'on fait tout bien en la matière. Mais au moins, on y réfléchit. Mais on n'y a pas réfléchi encore pour notre communauté médicale. Et je trouve que ce serait vraiment urgent qu'on les fasse rentrer aussi dans ce type de réflexion. Et je reviens sur, je reviens sur une autre chose. Moi, je pense que la réflexion éthique, pour revenir à une réflexion que vous faisiez tout à l'heure par rapport à la souffrance des soignants, elle doit avoir pour but que collectivement, on fait un diagnostic d'avoir fait de notre mieux. Il n'y a pas de meilleure protection pour une équipe que de se dire, face à telle situation, j'ai un diagnostic collectif et ce diagnostic collectif dit que nous avons fait de notre mieux. Pas au mieux dans une valeur absolue qui n'existe pas, mais de notre mieux. Et que le diagnostic collectif protège beaucoup l'équipe et les individus de cette équipe. Je relivre encore vraiment que du vécu. J'ai travaillé 5 ans en gériatrie et un jour j'étais à côté d'une jeune aide-soignante, je l'avais raconté Evelyne, et je me dis, ça va, vous allez bien là? Elle me dit, oui, pas trop. Et je dis, ouais, pourquoi? Elle me dit, vous savez, on voit beaucoup de choses dans la journée et on n'a pas de lieu pour raconter. Vous savez, quand je vais chez moi, je vais dîner avec mes copines ou mes copains, je ne peux pas raconter ma journée. Donc, je n'ai pas de lieu pour raconter ma journée, la revivre et la faire et la laisser partir comme voilà. Et donc voilà, je rebondis là-dessus parce que je pense que c'est vraiment quelque chose de... Et c'est ce que tu disais dans le nous par rapport à la communauté médicale, mais dans votre exemple, votre patient l'a verbalisé et vous l'a verbalisé. Il n'a pas pu le verbaliser à l'oncologue, mais il vous l'a verbalisé. Donc l'information, vous l'avez. Et donc vous savez quoi en faire. Et vous pouvez en discuter avec vos confrères. Et c'est là où j'ai dit, il faudrait dépasser la
relation duel et aller dans l'équipe pour pouvoir en débattre dans l'équipe et de compléter et la vision médicale et la vision des soignants non médecins. Et justement d'échanger pour établir qu'est-ce qui est le mieux pour le patient, pour sa demande. Est-ce qu'on répond à sa demande? Est-ce qu'on a bien expliqué? Est-ce qu'il a bien compris? Est-ce que ses aidants ont bien compris? Est-ce que tout le monde est bien d'accord avec ça? Et on fait de notre mieux, comme dit Mme Costa, pour répondre et à la demande de soins et à la demande du patient. Parce qu'au bout du compte, c'est le soin au patient qui est intéressant dans le détail. Le reste n'est que de l'accompagnement. Je voudrais rajouter 2-3 petits éléments avec tout ce qui a été dit, en écho un peu aussi avec ce qu'on vient d'échanger là sur les paroles. On sait que dans nos métiers soignants, on est par définition assez exposé parce qu'il y a la vie, il y a la mort, il y a des attentes, le diagnostic, le traitement, les annonces, etc. Il y a un patient, il y a un collectif, tout ce qui vient d'être dit. Et pour autant, on sait aussi que dans nos temps de transmission, c'est souvent un vrai challenge parce que les temps sont courts. Souvent, on se dit l'essentiel, ce qui ne va pas bien en général. Mais pas forcément ce qu'on pourrait appeler l'accessoire, c'est-à-dire toutes les confidences particulières que le patient a pu faire ou que la famille a pu faire, parce que ce n'est pas dans ce temps-là que ça doit se dire. Et pour autant, c'est ces informations-là qui souvent viennent expliquer le comportement de la personne, que ce soit la famille, le patient, voire même le collègue qui est en train de techniquer d'une certaine manière ou d'organiser sa toilette d'une certaine manière. Alors un peu fort de tout ça, puisque M. Hervé pointait pourquoi on avait mis en place les réunions éthiques dans certains de nos hôpitaux, on s'est dit que oui, comme disait Mme Lemasson, c'est important d'avoir dans les réunions d'équipe des temps pour ça, mais que parfois quand c'est à chaud, on n'y arrive pas bien. Donc c'est aussi pour ça que, sans être trop ambitieux, puisque là aussi le contexte est contraint, on s'est dit que finalement organiser 3 ou 4 fois dans l'année, les meilleures années, un temps où on va reprendre une situation qui nous arrive comme ça, pour qu'une équipe présente cette situation-là et que du coup on en fasse débat autour. On va pouvoir comprendre c'est quoi les valeurs qui ont été mobilisées là, qu'est-ce qu'on peut en tirer pour cette situation-là qui va nous permettre la prochaine fois qu'on se retrouve dans cette situation de moins se sentir isolé ou tout au moins d'oser argumenter quelque chose parce qu'à ce moment-là on n'a pas su dire. Et ce qui me vient en le disant, c'est que c'est pas un monde de oui-oui où tout va bien. L'hôpital n'est pas toujours si hospitalier que ça. On est des hommes et des femmes avec des tensions, des humeurs et des connaissances différentes. Et que parfois, on n'ose pas dire les choses parce que le collègue fait peur, parce que le collègue est plus autoritaire, ou parce qu'il y en a qui parlent plus et qu'on se dit que peut-être ce qu'on va raconter, ça n'a pas d'allure, ou que c'est moins important que ce que va dire l'autre. Et c'est là que je pense que le débat éthique peut se faire. C'est aussi pour ça que porter ce management, c'est M. Mangan qui pointait ça, ça a du sens quand les cadres se l'approprient, et notamment quand c'est porté par une direction, parce que ça c'est jamais porté par un homme, cette affaire-là. Et on voit bien que si je reprends l'histoire de l'annonce, ou ce que vous disiez les uns les autres, c'est parce que justement on a interrogé 2 jeunes médecins sur leurs difficultés à annoncer et 2 jeunes infirmières sur leurs difficultés à prendre le téléphone ou à accueillir une famille, puis le cadre, puis un administratif pour dire vas-y raconte comment tu t'y prends pour annoncer tes difficultés, qu'une fois qu'on a mis ça en commun, on s'est rendu compte que pour pouvoir annoncer correctement, même si c'est le médecin parfois qui donne le diagnostic, s'il n'a pas autour de lui une équipe qui ramène et qui l'aide à porter cette décision pour ne pas être seul, il s'y prend moins bien. Ou tout au moins, il se passe quelque chose où l'équipe ne joue pas son rôle. Donc voilà, l'éthique soignante, elle est aussi là. Elle est pas, elle est une aide, je pense, à sortir de l'isolement. Vous l'avez pointé aussi, ça se fait parce qu'on actualise nos compétences, c'est ça aussi l'éthique, c'est-à-dire que si on ne connaît pas et si on n'actualise pas, on ne peut pas être dans un juste soin. Mais pour autant, ça ne se fait pas tout seul et ça se mûrit. Donc, je trouve que dans ce que vous nous dites et dans la manière dont on évolue dans notre projet de soins, on est là-dessus. Là, vous êtes en train de parler de légitimité, en définitive. Parce qu'il y a une légitimation de travailler avec les autres, d'être compris avec les autres. Et ça reprend ce que vous disiez, madame, qui est au moment où il y a eu quelquefois l'échec, la mort, eh bien, on a fait pour le mieux. C'est-à-dire que circule au sein de l'équipe, justement, cette légitimation que ce que tout le monde a pu faire était dans un collectif. C'est le collectif que vous êtes en train de développer là et qui est particulièrement important, je pense. Dans l'équipe soignante, mais il faut y mêler aussi le médecin, en effet, je pense, parce que le médecin, autrement, se trouvait très seul.
je ne vais pas prendre trop de temps à discuter, mais à l'Institut Gustave Roussy, je me rappelle un de mes étudiants, avait essayé de savoir pour quelles raisons et de quelle manière les patients demandaient éventuellement qu'on leur manque de dose de morphine à cette époque-là. Et à cette époque-là, on passait de 1 à 10 d'un seul coup, ce qui était un peu rude. C'était au début, c'était il y a 20 ans. Hein. Et son travail de master, ça avait été de voir dans les différents dossiers. Et dans les dossiers, on se rendait compte que 8 fois sur 10, le patient ne disait pas qu'il avait mal. On peut se poser la question, pourquoi dans ce cas-là, donner de la morphine? Il y a un tout petit peu là. Après, il y a eu tous les débats sur le double aspect, tout, etc., la double intention, etc. Eh bien, lorsqu'il a fallu revoir tous ces patients, les infirmières avaient refusé de le faire avec le médecin. Ça voulait dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient faites par le médecin ou son équipe, dont elles n'étaient pas d'accord, et c'est pour cette raison, pour leur liberté de parole, elles préféraient justement. Donc, ça montre quand même qu'il y a eu des situations, longtemps, il y a 20 ans, etc., bien sûr, qui montrent comment cette légitimité est très importante. Et ce regard vers l'autre du soignant qui juge le médecin, et le contraire, bien entendu, ça m'apparaît très important dans ce qu'on disait, la prévention justement de l'épuisement, parce qu'imaginez d'être obligé de faire des choses parce qu'au niveau hiérarchique, on vous l'imposerait. Au contraire, c'est important, c'est vous y adhérer. C'est y adhérer, en se rendant compte que c'est la meilleure des solutions possibles qui nous permet d'avancer ensemble. Je me permettais d'ajouter le mot légitimation, parce que je crois qu'il est important, c'est une des valeurs fondamentales. Nous sommes légitimés dans nos actions par les autres et par le regard des autres. Il y a une notion là de... Enfin, on a parlé de doute, les certitudes sont tout aussi délétères, c'est-à-dire qu'il en faut, mais il faut un équilibre en toute chose, comme disait Madame, dans la notion de... On sait faire ces choses-là, mais est-ce qu'il faut les faire pour ce patient-là? C'est déjà une autre question. Donc on est plus sur une espèce de concept de futilité, parce qu'effectivement c'est peut-être utile pour monsieur un tel, mais pas forcément pour l'autre patient, parce qu'il n'en a pas envie, parce qu'il est dans un autre projet de vie, mais aussi de proportion. Enfin, on sait aussi quand même que par moment, dans les choix qu'on va poser à un temps T, peut-être qu'effectivement le juste soin, s'il n'est pas re-questionné, eh ben, il va perdre de sa nature. Notamment parce que la nuit dernière, il s'est passé d'autres choses et que l'équipe de nuit a écouté, a observé des choses qu'il faut remettre en permanence. Il n'y a jamais une décision qui est figée. Alors ça peut paraître paradoxal, il ne faut surtout pas en prendre peur et se dire, mon Dieu, si on ne fait pas tout, ça ne va pas. Non, au contraire, c'est justement ce mouvement permanent qui, à mon sens, est éminemment éthique et surtout qui nous donne des garde-fous. En tout cas, dans ma position, moi, d'infirmière, c'est souvent ce qui m'a aidé à tenir et à me dire, vas-y Evelyne, retourne-y, là il y a quelque chose qui n'a plus de sens, tant pis. Allez, il faut y aller, il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose à en comprendre de l'argument qui n'est pas entendu, ou que tu n'as peut-être pas vu, qui fait que là il y a une tension, et que ça se mérite d'être posé. Et c'est en cela que... Il faut interroger sa pratique, mais aussi savoir passer la main. Parce que c'est pas en s'obstinant et en se rendant compte qu'il y a quelque chose qui se passe et qui a évolué qu'on peut forcément y adhérer. Et c'est la richesse à l'hôpital d'être dans une continuité, c'est de savoir passer la main, qui aura une autre vision et qui analysera la situation différemment et qui permettra aux soignants qui a été en difficulté de prendre le recul, de se ressourcer pour pouvoir relancer dans cette dynamique de soins. Parce que ça se fait souvent dans les équipes, par exemple une infirmière qui se trouve dans une situation un peu difficile et qui va voir sa collègue qui elle aussi a plein de choses à faire, etc. Est-ce que ça se fait ou est-ce qu'il y aurait intérêt à montrer qu'il serait bon? Je crois que dans la culture soignante, c'est fait, puisque à l'hôpital, vous avez une continuité des soins. Les professionnels présents à H24 pour faire la continuité des soins, ce sont bien les infirmières, continuellement dans le service. Donc elles ont des outils, on a travaillé sur beaucoup d'outils, sur la continuité de l'activité, la continuité de la prise en charge. Donc elles passent le relais déjà en quittant leur service, en revenant le lendemain, en reprenant le relais de ce qu'elles ont laissé la veille et qui a été continué par l'équipe d'après-midi, l'équipe de nuit. Donc si elles se retrouvent confrontées à une difficulté, elles peuvent s'autoriser à le faire. Ça dépendra aussi là des valeurs personnelles, de l'éducation,
la culture, de comment on a éduqué nos jeunes infirmières à l'école, de savoir passer le relais quand on est en situation difficile. En tout cas, ça fait partie de notre déontologie. C'est sûr. Donc ça doit être le vôtre aussi, je suppose. Mais ça, Mais par contre, c'est la pratique. Moi, je voulais revenir un petit peu sur le temps de réflexion éthique au sein des services, parce que c'est vrai que formellement, il y a très peu de temps. Mais l'importance des équipes transversales, justement, comme vous disiez tout à l'heure, ça permet, on n'est pas là que pour les patients, on est là aussi pour les soignants. Une consultation de deuxième ligne, ça permet que le soignant s'interroge, lui, sur sa pratique. Ce que je dis souvent en formation, c'est qui est-ce qui a dit que tous les pansements devaient être faits le matin? Le rythme du soignant n'est pas le même que le rythme du patient. Il faut laisser parfois à des patients du temps de récupération. Et puis, je vois des gens en face de moi qui me disent « Bah oui, mais bon, ça provoque des soucis, des tensions entre équipes. » Oui, mais là, on est en train de prendre en charge un patient dans sa spécificité. Qu'est-ce qui est le mieux pour lui? On va essayer de peser ce qui est mieux pour lui. Peut-être qu'un matin, il faudra regrouper les soins et peut-être que le lendemain, il faudra les espacer. Ça demande une réflexion au quotidien. Et puis ça me renvoie les formations d'éthique, il n'y en a pas beaucoup, mais malgré tout, dans les formations qu'on peut donner à nos collègues professionnels, on aborde toujours cette réflexion éthique de façon indirecte. Et ça me renvoie à une histoire. Un jour, on m'appelle dans un service ici, on me demande, disant « Il faudrait que tu viennes faire du Calinox, là, on a des pansements à faire à un monsieur, ça dure 2 heures. » Ah, je dis non. Moi, je ne viendrai pas faire de Calinox pour ça, parce qu'un pansement qui dure 2 heures, c'est inacceptable pour le patient. Explique-moi, ton patient, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, c'est un patient en fin de vie. Non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Est-ce que ça a du sens pour lui de lui faire ce pansement-là? Et puis, j'en ai parlé à mon médecin, qui a appelé le médecin du service. Ils ont décidé finalement de ne pas faire de pansement au patient. Et je pense que c'était la meilleure des solutions, parce que ce monsieur il s'est éteint le soir, et on l'aurait fait, et ce serait éteint pareil, mais dans des souffrances qu'on n'aurait pas pu soulager. C'est extrêmement difficile d'avoir ces réflexions-là. J'ai un exercice en cancérologie de 8 années, en tant qu'infirmière, en tant que cadre. Et je me souviens m'être bagarrée avec le médecin sur des pansements d'escarres de patients qui étaient en fin de vie également, et où le retournement était extrêmement douloureux. Et donc, nous avons fait le choix, mais après une dure lutte, de ne pas faire les pansements d'escarres sacrés qui lui causaient de douleur, enfin qui lui causaient beaucoup plus de douleur que de les laisser. Et on a mesuré les bénéfices et les risques. Et il ne faut jamais oublier dans cette relation bénéfices-risques et dans l'accompagnement des équipes et des médecins, de ne jamais baisser la garde quand nous sommes persuadés qu'il faut réinterroger sa pratique ou la prescription, ou même le médecin, l'activité de l'infirmière. Il faut nous réinterroger en permanence sur le sens de nos activités et de nos organisations. Vous le dites très bien, est-ce que le pansement doit être fait le matin quand il peut être fait l'après-midi? Non, pourquoi ne pas nous réinterroger sur justement la réorganisation pour le bien-être de l'ensemble de la communauté prise en charge? Ce qui est clair, c'est que l'hôpital, c'est quand même un lieu où, a priori, il est quand même plus facile d'organiser cette réflexion éthique. Pour avoir rencontré des infirmières qui travaillaient à domicile, il y a cette solitude dans l'exercice, c'est rend difficile quand même le questionnement éthique et le partage. Pour avoir exercé moi-même en milieu carcéral avec des équipes hospitalières, c'est difficile aussi, parce que lorsque vous vous interrogez sur la prévention de risques suicidaires, par exemple chez les détenus, et vous êtes confronté à un public d'agents pénitentiaires, il y a un décalage dans les valeurs qui rend difficile l'émergence de la réflexion éthique. Alors, à l'hôpital, même si les choses ne sont pas simples, a priori, quand même, c'est un lieu où on doit pouvoir encore donner de puissance à cette. Mais ce que je demande aussi aux soignants, c'est juste de garder en tête que
nous, on a des services qui sont organisés par spécialité. Peut-être qu'on a tendance à banaliser parfois les types de prise en charge, mais pour le patient, chaque moment, chaque jour qu'il vit, c'est vraiment de l'extraordinaire. Lui, c'est pas habituel. Donc il faut vraiment en avoir conscience et parfois on a peut-être un petit peu tendance à l'oublier. J'aurais une question, oui, excusez-moi. J'aurais une question qui est vraiment qui relève de ma responsabilité clairement. J'entends très très bien ce que vous dites, je le comprends très bien. Il y a juste une difficulté qui m'apparaît en vous écoutant, c'est trouver du temps. Je rejoins Pascal Lemasson, trouver du temps pour le faire. Je pense qu'on doit pouvoir trouver, parce que les bénéfices seront tels que ce temps, on va le trouver. C'est plus, la question que je me pose, c'est plus comment nous garantir collectivement qu'une équipe va s'arrêter chaque fois que c'est nécessaire. Vous comprenez ce que je veux dire? Qu'on va donner les moyens à cette équipe d'avoir les bonnes alertes au bon moment. Parce que les situations, enfin, je veux dire, on a tendance malgré tout, excusez-moi, je dirais tout plus tard, à standardiser les soins. Un peu quand même, pour être sûr quand même que les toilettes soient faites tous les jours, les pansements tous les jours. Donc je peux vous faire tomber sur terre tous les jours et donner à manger aux patients. Rassurez-vous, messieurs, mesdames, on donne à manger tous les jours. Au-delà de la blague, derrière ma blague, il y a quand même quelque chose de très questionnant, très sérieux. C'est dans cette standardisation absolument indispensable, c'est quoi l'alerte qui va faire qu'on va s'arrêter et oula, on n'est pas sur le bon niveau, on n'est pas sur le bon temps, on n'est pas... Vous voyez, donc je n'ai pas de réponse, hein, je vous renvoie, et comment nous, collectivement, on pourrait s'assurer que dans chaque équipe, alors, quand l'équipe mobile passe avec son regard, je pense que ça peut être effectivement quelque chose de très... Mais vous n'êtes pas partout, voilà. Et donc c'est une question, c'est une question que je vous pose, en gros, c'est une question à mes responsables. C'est une question compliquée, parce que en fait, il faut bien l'avouer, on essaye d'organiser pour un grand nombre de patients les soins de manière collective et organisée, tout en s'efforçant de proposer des soins individualisés. C'est quand même une gageure. C'est vrai qu'Anne a raison de le rappeler, c'est quand même... Il faut trouver le bon compromis. Et ce point d'alerte, alors, est-ce qu'on se dit qu'une fois par semaine, on fait une revue de ce qui s'est passé dans la semaine, on se dit, oula, on ne s'est pas arrêté, ou je ne sais pas quoi. Enfin, bon, vous avez des situations extrêmes, je pense que celle que vous avez citée, bon, c'est vous qui l'avez citée, mais je pense qu'il y a quand même un bon nombre de soignants qui vont de même interpeller l'équipe sur une situation très particulière. Je pense qu'ils sont formés à ça. Mais sur des situations moins caricaturales, je pense qu'il faudrait trouver un moyen de se dire, bon, bah, attention, comment on peut être en alerte sur ces situations? Evelyne, j'ai l'impression que vous avez une idée. Non, mais j'ai en tête des manières de faire qu'on a déjà expérimenté ou que les cadres rapportent aussi ou dans leurs équipes. Isabelle pointait une demande pour un patient qui pose problème. Ce qui me venait en tête, c'est aussi des patients dont on ne parle jamais. C'est-à-dire que ceux-là, à la limite, ils pourraient être presque transparents parce que justement, a priori, ils ne questionnent pas. Et c'est souvent sur là où on peut avoir des alertes et quand on s'y arrête, justement, on se rend compte que nos manières de faire ne sont pas les mêmes et que derrière, peut-être, là, il y aurait besoin d'y retourner pour trouver du sens. Donc c'est plus comment, parce que des réunions d'équipe où une fois par semaine on la question qu'on se pose, c'est quelles sont nos alertes, quels sont nos points de repère. C'est aussi comment on a quelques points comme ça qui nous permettent de re-questionner l'ensemble des prises en charge. Donc c'est pas simplement quand il y a un problème criant, c'est aussi quand c'est silencieux, donc ça c'est une des petites alertes. Et puis quand on fait le tour comme ça de toutes nos prises en charge, parce qu'il y a un temps rapide de transmission, c'est se dire ça, il y a quelque chose d'assez récurrent qui vient, et c'est là-dessus qu'on s'arrête. En protection aussi pour les équipes, moi je me rends compte que souvent les amener à s'arrêter sur ce qu'elles ont bien réussi, mais sur ce qu'elles ont réussi vraiment dans la journée à mettre en œuvre, les aide à prendre de la distance et à s'alerter sur le bien fondé de leur jugement, en les sortant de oh, j'ai pas pu faire ça et ça. En fait, on change je crois que c'est vous, professeur, qui le dites, en changeant les lunettes de la manière de regarder les situations, c'est là où on les rend intelligents, parce qu'ils savent les choses.
Et ne pas mettre des solutions là pour le coup standardisées, puisque si vous êtes sur une activité de soins au long cours, type USLD, type un peu psychiatrie aussi, vous voulez y revenir, c'est pas la même interrogation que vous allez avoir sur les activités de médecine et de chirurgie à durée moyenne de séjour très courte. Et donc on n'a pas les mêmes alertes, on n'a pas les mêmes feux clignotants. Donc il faut vraiment savoir prendre en compte le contexte de chaque situation et peut-être structurer et organiser un temps justement d'interrogation. C'est vrai que la classe des aidants, des usagers, des représentants des usagers, les étudiants sont bons clignotants pour nous aider aussi avec les familles, bien évidemment, puisque c'est en confrontant ces interrogations-là où ils nous aider à dire ah là il y a quelque chose. La non-compréhension de l'autre, de notre activité et l'interrogation de cette culture des événements sentinelles. Oui, ça peut être ça. N'oubliez pas que les médecins travaillent beaucoup aussi sur ce qu'on appelle les évaluations mortalité-morbidité. Je pense que c'est même, si elles étaient faites au niveau infirmier, ce serait très intéressant, mais pas avec une vision, bien entendu, qui serait similaire, c'est-à-dire la maladie, etc., mais qui serait les prises en charge. Et ça apparaît. Je pense que de plus en plus, on se dirige vers une évaluation des systèmes en fonction des parcours des patients. Et là, du début jusqu'à la fin, comment un patient, dans le même hôpital ou dans différents hôpitaux, quelquefois parce qu'on a une responsabilité, mais lorsqu'un patient va ailleurs, comment ça pourrait nous faire réfléchir sur ces éléments sentinelles, qui font réfléchir en effet. Notre directrice s'en avait dit à l'avance. Excusez-moi, j'avais dit à l'avance que j'avais un rendez-vous. Bien sûr, vous Je êtes vous laisse tout terminer. Merci. Excusez-moi. Je dis à chaque fois, le fait que notre directrice soit là montre l'importance qu'elle voit dans la réflexion éthique. Elle le prouve à chaque fois. Non seulement ses interventions, mais qui sont d'une acuité, on peut. Vous avez une question? Allez-y. Merci. Clément Dion, kinésithérapeute en médecine interne et gériatrie. Je voudrais vous apporter une partie de ma synthèse de soignants au quotidien. N'ayez pas peur de parler fort. Bien sûr. Donc, je vais revenir sur la culture de soignants, avec historiquement les médecins qui avaient des critères de vie, vie ou mort. Savoir la réussite, c'était la vie du patient. Et petit à petit, on arrive à la recherche de la qualité de vie après l'hôpital. Et je pense qu'on peut encore... on cherche tous à mettre cette qualité de vie non plus après l'hospitalisation, mais dans l'hospitalisation. Et je veux aussi revenir sur le critère d'humilité. Vous avez parlé d'humilité, et c'est vrai qu'entre nos convictions de ce qui est bien pour le patient et notre humilité, il faut chercher l'équilibre, un travail en équipe, pour une part écouter le patient, et ensemble, avec ce que le patient veut dire, ce que la famille du patient veut dire, ce qu'on arrive à comprendre en tant qu'équipe. Et là, en tant que moi, le côté rééducateur qui demande aux patients à faire participer, c'est... Disons que je ne vois pas le patient passivement, je le fais participer. Donc ça, sa communication, son expression est plus intense de cette manière. Je ne fais pas un soin où il est passif. Il m'en demande de participer. Donc j'arrive souvent à voir un patient où, au bout d'un moment, il finit par s'exprimer, puisque c'est mon travail de le faire s'exprimer. Mais non pas comme avec les psychologues, mais par la rééducation. Et on voit souvent que les traitements et les soins s'opposent à la qualité de vie, et des fois, ils préféreraient être accompagnés aux toilettes, et ça serait pour eux l'élément le plus fort et le plus significatif de la journée, plutôt que d'avoir un examen qui pourtant est super important pour son devenir thérapeutique, et qui pour eux sont vécus comme des épreuves. Et souvent, on met beaucoup d'énergie dans l'accomplissement de ces examens, dans les soins au quotidien, et finalement, des petits actes comme accompagner un patient aux toilettes pour qu'il se sente autonome, qu'il ne se sente pas souillé, qui demandent peu d'énergie, qui sont vraiment, qui apportent beaucoup, c'est des actes très humanistes, mais qui apportent beaucoup aux soignants aussi, et qui apportent beaucoup à la communication et la coopération soignant-soigné. Finalement, ils sont encore mis en retrait, en fait, je trouve. Ces petits actes qui ne coûtent pas beaucoup, qui changent la vie du patient à l'hôpital, parce que quand vous parliez que les pathologies deviennent de plus en plus chroniques, il n'y a pas une vie chez nous et un temps entre parenthèses à l'hôpital. Il
faut que la vie poursuive à l'hôpital. Et on vit à l'hôpital, et des fois on y reste longtemps, et on ne veut pas dire je survis et je vivrai chez moi bien. Il faut qu'on arrive à la réflexion. À l'hôpital aussi, c'est la vie. Et j'entends trop souvent les équipes dire on n'est pas à l'hôtel, on est à l'hôpital. On ne fait pas ce qu'on veut. Et je trouve ça assez dur à entendre pour un soignant. D'où l'intérêt d'ailleurs de cette notion de parcours de santé, qui est en même temps un parcours de soins, qu'il soit à l'hôpital ou en dehors de l'hôpital. C'est tout le temps la même personne qui est à l'hôpital et qui est en dehors de l'hôpital. Et c'est là où on peut s'étonner de la manière où on a déjà fait une réunion il y a peu de temps avec Florian Scotté sur les patients cancéreux, lorsqu'ils avaient bien sûr tous leurs actes techniques ici, et malheureusement qui sortaient et que les médecins généralistes n'étaient pas totalement en congruence avec tout ce qui se faisait à l'hôpital, n'étaient même pas avertis, n'ayant quelquefois même pas le compte rendu hospitalier. Donc tous ces éléments-là montrent bien comment nous devons penser des parcours. Je suis très content de ce que vous avez dit, parce que vous êtes un de mes anciens élèves, vous m'avez dit tout à l'heure, et vous venez de dire de manière très intelligente ce que dit Paul Ricoeur d'une manière philosophique. Et il dit premièrement, oui, rappelons, c'est le je, le tu et le il. Le je, il est fondamental de savoir comment le patient veut accéder à sa liberté, c'est le style de soin. Deuxièmement, comment le soignant, dans la sollicitude, est amené à lui faire des gestes techniques ou autres. Et troisièmement, c'est le il, c'est-à-dire comment l'institution est amenée à standardiser, comme disait Madame la directrice. Et ce qui est important, et c'est pour ça que je vous félicite, vous voyez, vous avez bien fait de venir aujourd'hui, je vous félicite, ça fait 10 ans peut-être qu'on s'est vu. Eh bien, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Eh bien, vous avez dit, ce que Paul Ricoeur dit, l'un sans les autres, ça ne marche pas, c'est ce que vous venez de dire. Si on n'a pas un patient actif, si on n'a pas un soignant qui écoute et qui lui-même interroge, et si on n'a pas une institution qui est elle-même à l'écoute, les éléments sentinelles dont on a parlé tout là, vous voyez ce que je veux dire? Dans ce cas-là, ça ne sert à rien, c'est-à-dire qu'on perd de l'énergie. On fait des bonnes choses, mais qui ne vont pas en fait concourir au mieux, dont on parlait tout à l'heure. Et vous rajoutez en plus que vous êtes dans l'acte d'accompagnement à la rééducation, donc vous pensez déjà à l'avenir et le devenir dehors. Et ça, c'est fondamental. Et surtout, je pense à la vie, du moment. Oui, et des fois, je suis obligé de mettre en recul des objectifs à long terme quand je vois que l'important, il est maintenant, et que c'est maintenant qu'ils sont besoin de nous. C'est pas dans un futur, c'est maintenant. C'est parce que vous êtes dans la réflexion éthique en permanence dans votre pratique, puisque vous réinterrogez toujours le sens de ce que vous faites. Et on devrait tous à chacun repenser le sens de ce que l'on fait à chaque acte que nous menons, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle. Je suis content, j'ai au moins un de mes étudiants qui a bien tourné.